Directeur exécutif du Club des investisseurs. Mais juste avant de se quitter, si vous permettez, Pape Abdoulader, une pensée à notre consoeur Aram Touré qui traverse une dure épreuve. Comme vous le savez, elle a perdu son papa. Nous pensons à elle ainsi qu'à sa famille. C'est à vous, Pape Abdoulaye. Merci, Chérif Diop. Union de prière donc avec notre consoeur Aram Touré. Vous l'avez dit, le directeur exécutif du CIS, le Club des investisseurs sénégalais, est là. C'est pour nous parler des jeudis, justement, du CIS qui débute demain, 28 novembre. Pourquoi des journées du CIS et surtout le thème que vous allez développer? Alors bonsoir à tous et mes condoléances à votre collègue Aram Touré. Alors nous organisons les jeudis du CIS, ça démarre demain. Demain on aura 3 activités en une. On aura le démarrage des jeudis du CIS en tant que tel. Nous allons lancer notre magazine qui s'appelle L'Investisseur. Et ce sera l'inauguration d'une salle, d'une très belle salle, une business lunch que nous avons au niveau du CIS qui va accueillir ce genre d'activité. Alors le CIS, pourquoi? Parce que nous allons peut-être y revenir tout à l'heure. Sur nos missions, il y a l'accès au marché national. Il y a le développement du partenariat international, mais surtout nous développons une mission sur les études, la prospective. Nous voulons faire en sorte que le Club des investisseurs sénégalais soit dans le jeu d'influence dans le débat économique. Donc c'est pour ça que nous avons créé les jeudis du CIS qui démarre demain. Et demain nous allons parler du contenu local devant le ministre de l'économie qui est notre ministre de tutelle, entre guillemets, Amadou Hott. Mais pourquoi le contenu local justement? Alors le contenu local, parce que c'est un thème qui concerne principalement le secteur privé national. Vous savez, nous sommes un pays qui venons de découvrir le pétrole et le gaz. Il y a toute une infrastructure qui est en train d'être mise en place et il fallait que le gouvernement réagisse pour qu'on ait des lois qui accompagnent cette prospection, cette exploitation, tout ce travail sur les hydrocarbures. Or, puisque nous n'avions pas avant ce pétrole et ce gaz, nous n'avions pas eu besoin d'avoir une loi sur le contenu local. Il y avait des résidus de contenu local dans le code pétrolier de 1998, mais rien qui permettait aux multinationales qui arrivent de leur dire « vous devez accorder une place importante au secteur privé national ». Et là où nous sommes dans un domaine où nous ne sommes pas très forts, il n'y aura pas une entreprise sénégalaise qui va faire le travail de fond que les multinationales vont faire. Donc il était utile de leur dire on va mettre en place une loi sur le contenu local. Cette loi sur le contenu local va vous dire exactement comment vous devez dispatcher les marchés au secteur privé national pour qu'il puisse exécuter les marchés pour lesquels il a la capacité et la compétence. Et il fallait clarifier ça, mettre ça sous loi. Maintenant, cette loi a été mise en place, elle n'est pas complète. Il y a un certain nombre de décrets d'application qui doivent venir prochainement. Et nous avons anticipé, nous avons initié un travail pour dire à l'État du Sénégal, votre intention de mettre en place la loi, elle est belle. Mais nous voyons un certain nombre de billets. Et puisqu'on on a fini la confection de la loi et qu'on n'a pas encore les décrets d'application, il est important qu'on se fasse entendre sur les points sur lesquels nous ne sommes pas totalement d'accord, sur les points sur lesquels nous pensons que le secteur privé national n'est pas suffisamment protégé pour faire une proposition au gouvernement. Vous avez beaucoup parlé, Daouda-Mine, il a beaucoup parlé de multinationales. Nous n'en avons pas. Nous sommes à l'ère des PMI, PME. Mais justement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et il est heureux d'avoir le CIS, hein, c'est à saluer. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir nos multinationales? Alors, sur la loi sur le contenu national, il y a 3 catégories de contractants qui sont prévues, 3 catégories de régimes. Il est important de savoir qu'il y a des domaines pour lesquels nous n'avons pas de compétences. C'est évident. Nous nous disons que pour les domaines pour lesquels nous avons une compétence, il faut nous donner ces marchés pour qu'on les exécute, pour que les dividendes restent au Sénégal. Mais aujourd'hui, on n'a aucune société capable de le faire. Puisque nous ne savons pas le faire, nous serons obligés d'attendre que ces multinationales s'installent pour prendre de la sous-traitance, même si c'est de la sous-traitance de luxe. Maintenant, par rapport à ça, nous travaillons beaucoup sur le transfert de technologie et ce que nous appelons la clause de retour graduelle. Par exemple, ça, c'est une insuffisance pour le moment pour la loi. On dit que les multinationales doivent faire un transfert de technologie aux entreprises sénégalaises, on s'en arrête là. Ce que nous appelons la clause du retour graduel et qu'on doit inclure, c'est que le transfert de technologie doit être fait de façon systématique, de façon très pédagogique, de façon très didactique, pour que la situation d'incapacité dans laquelle nous nous trouvons ne soit pas une situation pérenne. Donc, on doit nous former, on doit nous accompagner pour qu'à terme, nous puissions faire ce que les multinationales font. Et là, il y a un point particulièrement important sur lequel je voudrais m'arrêter.
La loi, à l'instant, ne précise pas la différence qu'il y a entre le contenu local et la responsabilité sociétale d'entreprise. Quand j'entends les représentants de certaines multinationales parler, on a l'impression qu'ils veulent continuer dans la responsabilité sociétale d'entreprise, alors que la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est un acte volontaire, volontariste, c'est du pouvoir discrétionnaire, vous n'avez pas d'obligation. C'est vous qui décidez de mettre un dispensaire, un hôpital, une école, c'est vous qui décidez ce que vous allez y mettre. On est dans le régime du social. Alors que le contenu local, c'est important, je termine par là. C'est comme contenu, de la poudre aux yeux. Mais le contenu local est une obligation contractuelle des multinationales. À partir du moment où le Sénégal leur a donné ces marchés, ce n'est pas à eux de décider s'ils donnent des contrats aux Sénégalais ou non. C'est une obligation. Et je voudrais qu'on encadre ça pour que le secteur privé national puisse s'y retrouver. Justement, nous avons remarqué que la plupart des marchés ici sont gagnés par des entreprises françaises, des entreprises turques et des entreprises chinoises. Est-ce à dire qu'au niveau du club des investissements, vous n'avez pas les capacités de gagner ces marchés-là? Il y a des marchés sur lesquels nous n'avons pas de capacité. Nous ne savons pas faire du pétrole, nous allons travailler sur les dérivés du pétrole. C'est évident. Mais à part ça, votre constat est excellent. Il y a énormément de marchés pour lesquels nous avons de la capacité, nous avons des références, nous avons des compétences et que nous ne gagnons pas. Il se pose un certain nombre de problèmes et nous entrons en négociation avec l'État du Sénégal pour régler ces problèmes. On vous a dit, on en parle et certainement on va en parler demain, il y a déjà le problème de la définition de l'entreprise sénégalaise. Ce n'est pas une question de juriste tout simplement. Quand le gouvernement du Sénégal, au niveau du Code des marchés publics ou ailleurs, donne un certain nombre de privilèges à l'entreprise nationale et que cette entreprise nationale est définie comme une entreprise de droit sénégalais créée au Sénégal par un notaire sénégalais, ça veut dire que tous les avantages qu'on va donner à cette entreprise nationale peuvent être rétrocédés ou en tout cas donnés à une entreprise chinoise ou autre qui viendrait s'installer au Sénégal. Donc là, on est dans le régime de la territorialité, alors que pour que les entreprises sénégalaises du moins exclusivement reçoivent ces privilèges, il faut qu'il y ait des critères par rapport au capital. Par exemple, on doit dire et entreprise sénégalaise, une entreprise dont 60%, 70%, 75% du capital est détenu par les Sénégalais. Ou bien on dit additionnellement que l'entreprise de droit sénégalais, l'entreprise sénégalaise doit être dirigée au niveau des cadres de direction par 80%, 90% des Sénégalais. Donc ce sont des critères additionnels qu'on doit ajouter. Si on ne le fait pas, ça veut dire que l'État du Sénégal, qui est un État modeste, pays pauvre très endetté, pays PMA, va subventionner des entreprises de droit sénégalais, mais qui en réalité appartiennent à des pays du Nord, à des pays occidentaux. Maintenant, le deuxième aspect de la réponse, c'est que nous avons énormément de gens très compétents qui ont réussi dans leur domaine au niveau du club des investisseurs. Chacun individuellement a réussi. Peut-être même que chacun individuellement a atteint un plafond de verre. Jusqu'à présent, les marchés ne nous sont pas revenus parce que nous n'avons pas su nous mettre ensemble pour arriver à prendre un certain nombre de marchés. C'est ça qui est à la base de la naissance du club des investisseurs. Des Sénégalais l'ont compris, qu'ils n'ont jamais été ensemble, que maintenant, en se mettant ensemble, en cotisant, en faisant une sorte de tour de table, on parvient à lever des fonds qui nous permettent d'être aussi compétitifs et aussi bien référencés que les entreprises sénégalaises. C'est ça que nous sommes en train de faire et nous sommes sur des dossiers sur lesquels nous avons beaucoup d'espoir. C'est ce qu'on a souvent reproché à nos milliardaires, c'est d'être plus dans la sécurisation de leur argent, la thésaurisation, en achetant des terrains, en construisant des immeubles et en louant, plus qu'en investissant. Donc on va vers vraiment là, la création peut-être de multinationales. Exactement. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Je vous dis, ces gens-là quand même font partie des meilleurs d'entre nous parce que chacun d'entre eux a réussi dans son domaine. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que s'ils ne se mettent pas ensemble, parce que je précise que pour être membre du club des investisseurs, ce ne sont pas les entreprises qui sont membres, ce sont les individus qui sont membres. Et que ces individus qui ont réussi par ailleurs, s'ils se mettent ensemble, peuvent avoir un capital à travers une société d'investissement, à travers un fonds d'investissement qui leur permet, de faire des offres spontanées à l'État, donc de pouvoir gagner des marchés sans appel d'offres, sans que cela sorte du domaine de la légalité, mais de pouvoir concourir au même titre que les multinationales en présentant des dossiers solides. Donc c'est ça que nous essayons de faire. C'est pourquoi que notre première mission, c'est l'accès au marché national. Notre deuxième mission, c'est le partenariat avec les investisseurs privés
nous leur souhaitons la bienvenue au Sénégal, mais nous tenons à avoir avec eux des relations encadrées pour qu'une société étrangère ne vienne pas au Sénégal, crée une société de droit sénégalais et ait 100% du capital. Nous voulons les accompagner en prenant des parts dans leur capital pour que leur investissement aussi à eux soit durable. Et finalement, nous accompagnons aussi le gouvernement dans la réflexion, pas seulement le gouvernement, mais le secteur privé, la société civile. C'est pour ça que nous faisons cette réflexion sur la loi sur le contenu local. Il y a un point qui me paraît important puisque vous parlez de milliardaires. Moi, je mets toujours milliardaires entre guillemets. Dans un pays comme le Sénégal, on n'est pas vraiment milliardaire. On peut réussir dans sa vie, mais on est dans le social, on est dans le réinvestissement. Le 12, j'en profite pour l'annoncer, les 12 et les 13, nous avons lancé une offre. Parce que le club des investisseurs te dit, il y a des jeunes Sénégalais, champions juniors, qui créent des entreprises qui ont besoin de coaching. Par exemple, là, les 12 et les 13, nous allons leur offrir une formation sur les ressources humaines, sur le leadership, sur la psychologie d'entreprise. Nous leur offrons ça gratuitement. Une formation qui allait coûter 500 000 francs par exemple par personne. Nous recrutons des jeunes entrepreneurs qui ont le profil et nous les formons. Et nous allons nous en faire beaucoup. Parce que les champions seniors qui sont chez nous savent que la pérennité de leur business et la pérennité du développement du Sénégal repose aussi sur cette solidarité intergénérationnelle qui fait qu'on tend la main aux plus jeunes pour que demain ils puissent prendre la relève. Alors, docteur, dites-nous comment faire pour rendre aussi le Sénégal attractif au plan économique pour les investisseurs? Déjà, il faut un excellent club des investisseurs. Des gens qui ont réussi. Parce que quand on a réussi dans ce domaine par la force du poignet... C'est seulement les nationaux, vous êtes ouvert aussi... Non, le club des investisseurs sénégalais, c'est une particularité. Ça recueille des individus par des entreprises. C'est pour ça qu'on n'est pas une organisation patronale, mais on est une organisation de patrons. J'aime bien préciser ça. Mais c'est aussi exclusivement composé de Sénégalais. Maintenant, il ne faudrait pas s'étonner que des Sénégalais dans leur propre pays se mettent ensemble pour défendre des intérêts liés à l'économie. En sachant que ces investisseurs-là créent la richesse au Sénégal. Ce sont ces investisseurs-là qui créent la croissance au Sénégal. Ce sont ces investisseurs-là qui créent les emplois. Ce sont ces investisseurs-là qui créent les incubateurs. Donc là, le secteur privé sénégalais ne doit pas se regarder en champ de faïence avec l'État. Le secteur privé sénégalais doit être un partenaire de l'État. Et j'ai beaucoup parlé récemment de ce que j'appelle le triangle du bonheur. Le patriotisme économique dont on parle actuellement, c'est 3 acteurs. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités dans la régulation de l'économie, mais qui doit aussi donner des avantages à son secteur privé national. Tout le monde le fait. C'est le secteur privé qui doit aller au-delà de l'immobilier, comme vous avez dit, qui doit régénérer son argent, qui doit réinvestir pour que les jeunes en profitent et qui doit vendre moins cher, qui doit faire en sorte qu'on importe moins de produits, qui doit faire en sorte qu'on soit autosuffisant. Mais c'est aussi le consommateur, j'en termine avec ça, c'est aussi le consommateur qui est le 3e point du triangle, qui doit encourager son secteur privé, qui ne doit pas privilégier les produits importés et qui doit avoir un œil sur la façon dont l'État régule. Mais docteur, ce patriotisme économique est à l'épreuve de la mondialisation. Tout à fait. D'où une redéfinition de ce patriotisme économique. Alors, le premier élément de redéfinition de ce patriotisme économique, c'est effectivement que nous sommes dans une zone, dans une union douanière avec l'UEMOA, nous sommes dans une union douanière avec la CEDEAO et que donc nous raisonnons communautarisme. Donc toutes nos politiques économiques, agricoles, industrielles, etc. sont régies par ces politiques communautaires. Donc quand on parle de droit national, à la limite c'est du droit communautaire. On peut l'accepter. Mais la concurrence avec ces pays limitrophes, avec lesquels nous sommes dans le cadre d'un même tarif extérieur commun au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, ne nous font pas peur. Nous sommes compétitifs par rapport à eux et si nous avons un minimum de soutien de l'État, nous pouvons non seulement produire pour le marché national, mais aller à l'assaut de ces marchés. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que quand vous êtes dans la mondialisation globale, Organisation mondiale du commerce, avec aussi des restrictions qui peuvent venir du FMI et de la Banque mondiale, toutes ces politiques extra-étatiques qui peuvent vous confiner, qui ne peuvent plus vous confiner dans un nationalisme béat. Mais là, il y a des règles. Le Sénégal est un PMA, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des règles et il y a des exceptions. Il y a énormément d'exceptions que le droit de l'OMC permet, qui font que nous n'avons pas les mêmes obligations que les États. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais si aujourd'hui nous avons une production nationale dans un domaine particulier qui n'est pas à l'aise par rapport à la concurrence extérieure, nous avons la possibilité soit de fermer nos marchés, donc on limite les importations pour rester compétitifs, ou bien on met une surtaxe
à l'importation. Ce qui fait que l'Hollandais ou le Français qui voudrait vendre le même produit ou le produit de substitution dans le marché sénégalais verra cette surtaxe tellement chère qu'elle n'aura plus intérêt à venir au Sénégal. Ce sont des politiques publiques, ce sont des politiques douanières, ce sont des politiques fiscales, ce sont des politiques commerciales à la disposition de l'État du Sénégal qu'il pourrait mettre en œuvre pour l'intérêt de son secteur privé. En sachant que ce secteur privé-là qui est protégé, qui produit de la richesse, qui permet à l'État de créer des emplois et d'avoir un taux de croissance dont les dividendes restent au Sénégal. Mais docteur, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Parce que nous avons vu quand même que la plupart des entreprises qui gagnent des marchés, ils partent à l'extérieur, ils lèvent un certain nombre de financements pour venir, parce que la plupart des travaux, c'est sur autofinancement. Il faut autofinancer d'abord avant que l'État ne puisse décaisser de l'argent. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Alors, nous sommes très ambitieux, mais nous sommes très lucides. Nous avons bien fait la cartographie des marchés pour lesquels nous avons quelque chose à offrir. Si nous ne pouvons rien offrir, bienvenue aux multinationales. Mais il y a juste le paradigme qu'il faut renverser. D'habitude, l'État, quand nous n'avons pas les compétences, va chercher le partenaire étranger qui vient chercher son partenaire local. C'est l'inverse. On doit, même dans des domaines où nous ne sommes pas forts, nous dire c'est votre marché, c'est à vous d'être l'exploité et de nous permettre à nous d'aller chercher le partenaire étranger. Nous ne devons pas être minoritaires dans notre premier pays. Ça, c'est un premier élément de réponse. Sur le financement, il y a une fausse vérité. Il y a beaucoup de multinationales, beaucoup de sociétés qui arrivent au Sénégal et qui finalement gagnent des marchés qu'ils vont exploiter, qu'ils vont mettre en œuvre sur la base de nos épargnes dans les banques sénégalaises. J'ai plusieurs exemples. Ils viennent vous dire, je viens avec le financement, mais une fois qu'ils ont gagné le marché, parce que quand l'État vous déroule le tapis rouge, vous avez par exemple les terrains, vous avez des exonérations fiscales, vous avez un certain nombre de conditions favorables, mais dans n'importe quelle banque vous allez obtenir le financement. Et beaucoup oublient leur promesse de venir avec leur propre argent et ils vont aller dans nos banques. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos banques? C'est votre argent, c'est mon argent, c'est votre argent. Et c'est finalement avec l'épargne intérieure des Sénégalais que des étrangers gagnent des marchés qu'ils exécutent au Sénégal. Moi, je ne suis pas un grand investisseur, mais vous me donnez un certain nombre de conditions. Je finance les marchés que je veux. Troisièmement, les marchés qu'on donne aux étrangers et qu'ils viennent financer eux-mêmes avec les Exim Bank, c'est une conditionnalité à négocier. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans des conditions pareilles, on n'est pas dans des appels d'offres pour la plupart du temps, on est dans des offres spontanées. À plus de 50 milliards, on peut négocier. Donc si un cabinet ou une entreprise chinoise vient vous dire « je viens vous faire le pont, je viens vous faire l'autoroute, j'ai 100 milliards », c'est une conditionnalité que vous avez la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. À mon avis, le gouvernement qui travaille avec le secteur privé, et je crois qu'ils l'ont compris, doit favoriser une épargne intérieure nationale, amassée, agrégée, pour permettre à son secteur privé national d'exercer, de gagner des marchés et de les exécuter. Maintenant, il y a une autre critique qui vient, oui, quand on leur donne un marché, ils ne respectent pas les délais, ils ne font pas bien le travail. Je crois que ce n'est pas une vérité absolue. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail, d'autres qui ne le font pas. Des juristes qui font très bien leur travail, d'autres qui ne le font pas. Je m'excuse auprès de nos amis tailleurs, mais je dis toujours qu'il y a des tailleurs qui respectent les délais, d'autres qui ne les respectent pas. Donc ce n'est pas une critique à faire à l'endroit du secteur privé national. Les membres du club des investisseurs, par exemple, ils ont fait le club pour reconnaître qu'il y a quelques expériences malheureuses aussi. Mais totalement. Voilà, ça, il y a des expériences malheureuses avec les nationaux, il y a des expériences malheureuses avec des internationaux, il y a des expériences malheureuses avec des blancs, avec des noirs, avec des chinois. Je n'aime pas la généralisation. Mais est-ce que vous du club des investisseurs, vous garantissez la qualité quand même de vos ouvrages si vous gagnez quand même un certain nombre de marchés? Si vous réussissez à je suis en train de vous dire que ceux qui sont chez nous au niveau du club des investisseurs, ce sont ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Au niveau national et au niveau international. Donc, ils n'ont pas de problème de référence, ils n'ont pas de problème de crédibilité, ils n'ont pas de problème de pénétration de marché, sauf sur les domaines où on n'a pas de compétences. Encore une fois, le pétrole et le gaz, c'est des domaines sur lesquels on n'a pas de compétences. Et je pense même que nos entreprises sénégalaises, à travers le club des investisseurs, devraient arriver à un stade où on prend des parts dans le capital de ces entreprises. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la clause du retour graduel. Si aujourd'hui on a 5%, 10% d'une société pétrolière ou gazière, on peut être sûr que nos enfants arriveront à un moment où 55% de cette société sera sénégalaise ou africaine. Vous avez pensé à impliquer la diaspora?
Totalement. La diaspora fait partie de notre cible. En fait, où que se trouvent des Sénégalais, nous les appelons à venir faire partie du club des investisseurs. Les sportifs, les gens de la diaspora qui sont dans la finance, tous ceux qui ont une âme d'entrepreneur. Parce que l'un des avantages, l'un des gros avantages aussi du club des investisseurs sénégalais, c'est de vous permettre à terme de placer votre argent de façon intelligente. Vous parliez tout à l'heure d'immobilier. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'idées d'investissement, qui n'a pas le temps d'aller dans un fonds d'investissement, qui n'a pas le coaching entrepreneurial qu'il lui faut, en faisant partie du club d'investisseurs, en n'étant pas expert dans ce domaine, pourrait placer des actions dans des entreprises par rapport auxquelles il ne connaît rien du tout de l'activité. Et ça lui permet de sécuriser son argent. On est en train de créer une société d'investissement. Le fonds d'investissement va venir. Cela nous permettra pour tous les types de projets de nous positionner. Ça peut aller de 1% à 100% avec le gros avantage que l'argent qu'on met est de l'argent du Sénégal. Les dividendes seront sénégalais et c'est ça que le club des investisseurs. 2 minutes avant de nous quitter. Vous avez parlé de fonds d'investissement. Ça va se chiffrer à combien pour vous permettre quand même de pouvoir alors, commencer je vais pas entrer dans le jeu des chiffres. On a commissionné... Non, parce que vous aviez quand même donné le chiffre de 20 milliards. On a fait les choses sérieusement. On a commissionné un cabinet qui a fait un travail. Ce travail doit être restitué aux membres du club et au conseil d'administration. Et à partir de ce moment, on communiquera. Mais on a fait les choses vraiment de façon professionnelle et les résultats sont là. Pour revenir à l'événement, quels sont les intervenants? Alors, l'événement, c'est demain. Donc, on aura les parties protocolaires, le président Babacar Ngom qui sera là, qui vous invite. On aura le ministre Amadou Hott qui a confirmé être avec nous. Après, il y a la partie du panel. J'ai l'immense honneur et le privilège de faire moi-même la présentation de la loi sur le contenu local, parce qu'on a constaté plus ou moins, c'est que beaucoup en parlent, tous les experts en parlent, sauf les juristes. Bon, il se trouve que je suis juriste et les gens oublient que une loi sur le pétrole, une loi sur le gaz, une loi sur les hydrocarbures, même une loi sur les abeilles, c'est d'abord du droit et que les juristes ont le droit d'en parler. Donc nous, on a essayé de disséquer la loi pour voir où étaient justement les billets, comment aider l'État du Sénégal à mieux être au service du secteur privé national à travers les décrets d'application qui seront pris. Nous allons faire notre proposition. Bon, après, il y aura le point de presse, toutes les choses classiques. On a invité beaucoup de gens, beaucoup de journalistes pour qu'ils viennent relayer l'information, pas dans le sens de la propagande ou de la communication, mais dans le sens de l'information pure. Alors, je suis à TFM, je suis au groupe Futur Média. Monsieur Youssou Ndour, il est non seulement membre fondateur du club, mais il est membre du conseil d'administration du club des investisseurs. Je pense que ça vaut la peine que les gens le sachent et nous lui rendons hommage pour ça. Alors, merci, Dr Abdourahmane Diouf. Avant de nous quitter, souhaiter, comme je dis, bon vent au club des investisseurs et surtout souhaiter que l'on quitte, nous le Sénégal, l'ère de ce que je vais appeler les caporaux et sergents d'industrie pour passer véritablement à des capitaines d'industrie. C'est possible et je sens que les gens qui sont dans le club peuvent le faire. Allez, merci aux militaires. J'ai emprunté le jargon militaire donc pour dire le mot de la fin. On se retrouve très certainement demain, Inch'Allah, la suite des programmes. Merci.